Bonjour, bienvenue dans un univers à la Matrix. Vous savez, ce film dont le héros ne sait pas si il a affaire à la réalité ou des images de fiction. Alors, les images et les images de demain, c'est le thème du dernier documentaire tourné par l'entreprise. On va en parler dans quelques instants, mais d'abord, quelques extraits. Qu'est-ce qu'une image? D'abord, l'origine du mot, du latin imago, ressemblante, fidèle. Une image, c'est la projection d'un objet produite par la réunion des rayons lumineux qui en émanent. C'est cela une image, c'est ce que l'œil perçoit, ce qu'il enregistre, ce qu'il capte. Qu'elle soit réelle ou virtuelle, l'image prime sur tout. Dans le monde d'aujourd'hui, l'image devient de plus en plus une espèce d'épine dorsale de notre pensée. Elle est le mode par lequel on communique le plus facilement, le plus naturellement et d'une manière extrêmement riche parce qu'elle est animée, parce qu'elle est crédible, parce qu'elle atteint des niveaux de performance qui font qu'elle échappe à son statut de pure image pour devenir simplement quelque chose qui nous envahit. Les nouveaux modes d'interaction entre monde réel et objets virtuels préfigurent les usages de notre futur proche. Ils sont rendus possibles grâce aux technologies les plus avancées dans le domaine de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, des images 3D en temps réel et des technologies interactives. Ces nouvelles images sont trop souvent réduites à leur usage cinématographique et dans les jeux vidéo. Or, leur utilisation et leur premier marché sont paradoxalement invisibles. C'est dans la vie quotidienne que ces innovations auront le plus de conséquences. Quels sont les nouveaux usages de ces images virtuelles? C'est la question que se posent ceux qui cherchent, dans les laboratoires, les multinationales ou les PME. Voilà, quels sont les nouveaux usages de ces images virtuelles? C'est la question qu'on va se poser nous aussi aujourd'hui. Alors on est avec Bruno Rive, qui est spécialiste en innovation, fondateur de l'Observatoire, je lis mes notes parce que vous avez une fonction qui est fondateur de l'Observatoire des tendances et usages des nouvelles technologies, et ça s'appelle Tebaldo. Bonjour. Bonjour. Et puis Vincent Marcatet, qui vous êtes président, en fait vous avez plusieurs casquettes, vous êtes président du pôle Images et Réseaux en Bretagne et dans les Pays de Loire, j'allais dire à Rennes, mais non, c'est toute la Bretagne, vous rayonnez sur toute la Bretagne, Pays de Loire, ça pèse à peu près 200 entreprises autour de l'image, et puis vous dirigez l'Open Innovation chez Orange Lab. Alors, première question, peut-être pour vous, Vincent, c'est vrai que les images, on pensait que c'était réservé au cinéma, on pensait que c'était réservé à l'amusement, et visiblement, ce n'est pas le cas. Il y a des images dans tous les secteurs professionnels. Oui, absolument, François. Donc, déjà, il faut quand même continuer à s'amuser. Après, en termes d'usage professionnel, il y a effectivement tout ce qui est lié à la communication interpersonnelle. On a notamment des murs de téléprésence qui nous permettent de tenir des réunions à distance avec une qualité d'interaction qui est parfaite. Alors ça, c'est ce qu'on appelait autrefois la visioconférence. Absolument. Alors on peut citer peut-être d'autres exemples d'innovation. C'est vrai que la visioconférence, on se dit tout ça, si c'est pour la visioconférence, on connaissait déjà. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui se préparent dans tous ces laboratoires de recherche ? Oui, bien sûr, il y a plein d'autres secteurs de l'économie qui vont être impactés positivement par les nouvelles images. Il y a notamment tout ce qui a trait à la santé. À la chirurgie, pour l'imagerie médicale nous permet d'avoir des diagnostics beaucoup plus poussés, de préparer des interventions. Il y a tout ce qui a trait à l'urbanisme, tout ce qui a trait à la formation avec les serious games. Serious games, on explique en 2 mots, c'est des jeux sérieux. C'est des jeux sérieux pour apprendre, et comme c'est plus ludique, c'est plus facile à apprendre et à mémoriser. Pourquoi c'est si important, Bruno Rive, de soutenir cette forme de l'innovation autour de l'image ? Pourquoi c'est important? Si on peut donner un exemple, moi il m'arrive de suivre simultanément une conférence qui a lieu en Allemagne et un cours d'intelligence artificielle qui a lieu à Stanford. Vous avez des journées très occupées. Non, justement, je peux avoir des journées diversifiées parce qu'avec ces nouveaux moyens de communication, on peut voir des images à l'autre bout de la planète en temps réel. Si on a du très haut débit, c'est d'autant mieux. Voilà. Alors, on parlait à l'instant du pôle Images et Réseaux à Rennes, 200 boîtes, c'est beaucoup.
Est-ce qu'on peut parler de French Touch? Parce que c'est vrai qu'on se dit les nouvelles images, c'est Pixar aux États-Unis, c'est l'ancienne boîte de production de Steve Jobs, c'est peut-être le Japon, parce qu'ils sont assez novateurs en la matière, on en parlera. Ça veut dire qu'en France, il y a un savoir-faire sur les nouvelles images aujourd'hui? Tout à fait, oui. Je pense que ce qui nous caractérise au niveau du pôle image et réseau, c'est que nous avons à la fois des acteurs des contenus et puis à la fois des gens qui travaillent sur les nouvelles technologies. Et le fait qu'ils travaillent ensemble leur permet ensemble d'aller justement plus loin et d'innover aussi bien au niveau des usages qu'au niveau des technologies, et notamment d'innover sur l'ingénierie narrative, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va raconter les histoires grâce à ces nouvelles technologies. La problématique aujourd'hui, c'est quoi? C'est essayer de comprendre comment ça va marcher, comment les gens vont recevoir ce genre de nouvelles images. Vous êtes spécialiste dans ce qu'on appelle les innovations de rupture. Elle est où la rupture dans ce type de process? La grosse rupture qui arrive et qu'on a vu venir au Japon, c'est le décodage des images. C'est-à-dire que pour l'instant, on crée des images. Jusqu'à présent, on crée des images pour que l'humain les regarde ou les manipule. Et de plus en plus, c'est d'abord des machines qui vont les interpréter avant de les digérer et donner l'information aux personnes. Donc c'est un travail qui est très très différent au niveau de la création, au niveau de la résolution, au niveau de la 3D. Alors, si j'ai compris, ces nouvelles images, elles sont faites quand même pour améliorer la vie des hommes. Enfin, en tout cas, on l'espère. Je vous propose de regarder quelques images sur ce thème. Notre corps devient un moyen pour nous d'interagir avec la connaissance, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Notre moyen de cheminement dans la connaissance, jusqu'ici, c'était les thésaurus de l'Encyclopædia Universalis, en gros. Ensuite, on a commencé à faire que notre moyen d'interaction avec la connaissance devienne beaucoup notre main qui allait manipuler des objets d'information dans des interfaces et sur Internet. Et progressivement, ça va devenir notre corps. On sait par exemple qu'il y a des numéros de code, de digicode à l'entrée de notre immeuble ou sur notre téléphone dont on ne se souvient pas forcément avec notre cerveau, mais dont notre doigt se souvient. Donc quand notre corps devient capable de mémoriser la culture pour nous, alors en effet on augmente énormément notre surface de perception. On devient, je pense, des entités plus intelligentes parce qu'on sollicite une surface, un volume beaucoup plus grand de nous-mêmes dans l'interaction avec le savoir. La prochaine étape, c'est l'immersion. C'est la projection de notre corps en entier, au cœur de ce qu'il perçoit. Tous nos sens sont en éveil et l'image réagit à notre présence. Elle la prend en compte. Elle n'est plus un spectacle, elle n'est plus un décor, elle est un élément d'un monde qui a englobé son spectateur. L'image propose une nouvelle réalité, plus seulement visuelle, sensorielle, multisensorielle. Voilà donc pour cet extrait. J'ai noté le futur de l'image, c'est la qualité de l'expérience entre les utilisateurs et le contenu, l'interface homme-machine. Bruno Rive, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Oui, alors c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que jusqu'à présent, on essaye de relier le réel et le virtuel en essayant d'avoir un code à barre ou un QR code, ou essayer de deviner qu'est-ce qu'il faut viser pour avoir l'enrichissement de l'information. Le modèle japonais maintenant, c'est de regarder n'importe quelle image, n'importe quel environnement et de déduire quelque chose. Et pour ça, il faut préparer les images. Donc on va coder dans les images de l'information qui n'est pas forcément visible par l'humain, mais qui est lisible par les machines. Et dessus, on va pouvoir plaquer des informations complémentaires. Alors, vous pouvez nous donner un exemple? Je ne suis pas sûr qu'on ait bien tout compris là. L'exemple, c'est vous êtes en voiture, vous passez devant un magasin et sur votre smartphone ou votre papier électronique, vous avez le catalogue du magasin qui s'affiche parce qu'à la volée, votre caméra aura repéré que c'était un magasin de telle marque et qu'il y a tel produit. Alors, je sais que vous travaillez sur la réalité augmentée, ce qu'on appelle le papier électronique. En 2 mots, vous pouvez nous expliquer c'est Alors, quoi tout est un peu lié en fait. On travaille sur 3 innovations dites de rupture. Le papier électronique, c'est l'imprimé réinscriptible. Alors, pourquoi c'est important? C'est parce que vous êtes dans un magasin, par exemple. Aujourd'hui, une affiche papier, évidemment, elle est fixe dans une certaine langue. Et si le papier peut écouter, le dispositif peut écouter le langage de la personne qui est devant, si c'est un japonais ou une japonaise, le papier électronique peut refaire l'imprimé pour se mettre en japonais.
Et l'autre technologie sur laquelle on travaille, c'est la robotique apprenante, donc l'intelligence ambiante, pour que l'environnement puisse également participer à décoder des choses et apporter de l'information. Comment, Vincent Marcatet, comment est-ce que ces nouvelles images s'imposent? On a vu, par exemple, on a beaucoup parlé de 3D au cinéma cette année, et puis on a l'impression quand même que c'est un petit, enfin même peut-être un gros flop. Hein. Il faut un peu de temps, parce que en fait, un film en 3D, c'est pas simplement un film en 2D auquel on rajoute de la profondeur. Il faut vraiment raconter l'histoire différemment, filmer différemment, et tout ça, ça s'apprend. Et il faut que ceux qui réalisent les films, qui produisent les films, prennent ce temps pour justement construire des images en 3D. Je crois aussi beaucoup à l'amélioration de la qualité de l'image encore, parce qu'aujourd'hui on parle de haute définition, mais demain on parlera d'images qu'on appelle aujourd'hui 4K, 8K. Alors c'est quoi la différence? Parce que déjà la haute définition c'est quand même déjà pas mal, on voit déjà de manière assez nette les images, donc qu'est-ce que ça va changer fondamentalement? Est-ce que c'est pas un peu gadget quand même tout ça? C'est ce qu'on pourrait croire, mais j'ai vu des images en 4K, j'ai vu des images en 8K et c'est totalement bluffant. C'est mieux que la réalité? Voilà, c'est effectivement, un peu comme dans les, c'est un plus peu réel comme la que la lessive réalité. de Coluche, c'est plus blanc que blanc? C'est plus blanc que blanc et c'est absolument bluffant. Et donc là aussi on a une qualité d'expérience qui est remarquable. Et dans nos laboratoires, nos entreprises, on prépare ce futur. Vous pouvez nous faire rêver un petit peu, là on va finir cette émission, qu'est-ce qu'il va y avoir vraiment de très nouveau dans les, on va dire, dans les 3 ans qui viennent et qui va nous scotcher sur notre siège? Est-ce qu'il y a des innovations, des inventions qui se préparent et dont on ne sait rien encore pour l'instant? Dans les 3 ans qui viennent, c'est court, parce que dans les 3 ans qui viennent, effectivement, on va aller vers les images avec une résolution 2 fois meilleure, 4 fois meilleure, ça c'est évident. À plus long terme, on va aller vers des images de type holographique, où là, en plus, on aura l'impression volumique, et ça, ce sera une vraie révolution, à la fois pour le divertissement et aussi pour les usages professionnels. Dernière question peut-être sur les tuyaux. Ces nouvelles images, il va falloir quand même des tuyaux assez puissants pour les faire passer. Aujourd'hui, l'infrastructure est prête ou pas? L'infrastructure n'est pas totalement prête parce que effectivement, les images, la croissance du nombre d'images qui passent sur les réseaux est impressionnante. Hein. En 2015, en 1 seconde sur les réseaux, il passe des images qu'on mettra 5 ans si on voulait toutes les voir. Bien, merci. Ça sera la conclusion de cette émission. Merci à tous les deux, en tout cas, d'être venus nous apporter votre éclairage brillant sur ce sujet des nouvelles images. Ce n'est pas toujours très simple à comprendre, mais rassurez-vous, on a une 2e émission sur le sujet où on parlera notamment des applications dans l'architecture. À très vite.